Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi et avec le printemps débarque la folie de mars, la fameuse March Madness qui met les États-Unis sans dessus-dessous pendant près de 3 semaines. Alors vue de France, la folie qui entoure depuis toujours la phase éliminatoire du tournoi universitaire en NCAA peut sembler assez irréelle, presque surnaturelle. Faire son bracket, son tableau des prévisions en quelque sorte constitue un vrai sport national outre-Atlantique et le sujet des discussions centrales au travail autour de la machine à café, un condensé de tranches de vie à l'américaine en quelque sorte où tout se mêle. Ferveur incroyable, exploits sportifs renversants et puis des millions de gens qui suivent tout ça à la télé depuis leur canapé, plus fort que le All-Star Game ou la finale NBA, la March Madness. Pour vous raconter cette folie quasi martienne, pan intégrale et incontournable de l'histoire sportive américaine, ils sont 3. Roi du bracket et des grandes histoires croustillantes autour de moi. Il a déjà couvert 3 Final Four et rêve secrètement de suivre une March Madness du début à la fin en immersion. Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Hello. Yann Onona qui a bossé sur un long sujet retrouvé sur notre site. Salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Et enfin, toujours live depuis New York, Maxime Mallet, ravi qu'on s'intéresse à autre chose qu'à ces pathétiques Knicks. Hello Max. Salut, oui, c'est vrai que c'est difficile à regarder, ça fait saigner les yeux en ce moment au Madison Square Garden, donc parlons d'autre chose. Ils ont battu les Lakers, non, il n'y a pas longtemps. Ça sera coupé au montage, ça. Voilà, tout le monde est prêt pour un nouvel entre-deux. Alors on prend une grande inspiration, on réserve sa place pour le gigantesque US Bank Stadium de Minneapolis, lieu du Final Four, les 6 et 8 avril prochains. 3, 2, 1, début du show. Une question toute simple, messieurs, pour commencer. Avez-vous fait vos brackets ? Oui, je vais commencer. Yann, oui, j'ai fait un bracket, je me suis pris au jeu. Mais la vérité, c'est que, évidemment, à l'exception de quand même, allez, on va dire une vingtaine de facs à peu près identifiées, si on ne baigne pas dans cette culture, il est quand même assez difficile de connaître tous les protagonistes. On a juste donc. T'as fait ça au pif, en fait, en partie. En partie, oui, mais je pense comme tout le monde, puisque vous connaissez la probabilité de trouver le bon bracket, comme on dit. Je pense que c'est quasi nul, n'est-ce pas, Max ? Je crois que c'est 1 sur des centaines de billions, de milliards, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas comment on dit en français. Ici, c'est des quintillons. Il y a 9,5 quintillons. Donc, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 18 zéros après le premier chiffre, tout à fait. Donc, en gros, ça prendrait plus une dizaine de vies pour ne serait-ce que remplir tous les brackets possibles. Qu'est-ce que ça veut dire, Arnaud, remplir son bracket ? Eh bien, il s'agit donc de deviner tour après tour les équipes qui avancent dans ce tournoi universitaire qui est un tournoi de 3 semaines qui rassemble 64 équipes qui ne sont pas forcément 68 même. Oui, 64, mais premier petit tour. Mais le tableau final, c'est effectivement 4 plus 64, mais parce qu'il y a un premier tour avec 4 équipes qui en sortent. Mais grosso modo, 64 équipes donc, et pas forcément les 64 meilleures équipes d'ailleurs du basket américain universitaire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau avec mort subite, donc chaque match désigne un qualifié et il faut aller au bout, et le bracket, l'idée c'est évidemment de deviner tour après tour, match après match, qui va s'imposer et jusqu'au vainqueur final. Donc c'est un petit jeu très apprécié aux États-Unis. Je crois qu'il y a Yann laissait entendre qu'il y avait à peu près plus de 150 millions de brackets qui étaient remplis tous les ans. Enfin, c'est invraisemblable, quoi, parce que imaginez, puisque le seul tournoi sportif qui pourrait se comparer à ce tournoi final universitaire, c'est en France la Coupe de France de foot. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus. Ou la Cup à l'anglaise. La Cup, évidemment. À l'échelle française, c'est la Coupe de France, et ce serait donc, imaginez, d'essayer de deviner à partir des 32e de finale, parce que ça correspond aux 32e de finale, de deviner match après match, tour
tour après tour le vainqueur final. Alors vous allez me dire, c'est facile en ce moment en France parce que vous pouvez mettre PSG au bout, vous avez peu de chances de vous tromper. Mais aux États-Unis, c'est plus compliqué, même si effectivement il y a des grosses universités qu'on retrouve régulièrement au Final Four et au bout et en vainqueur du championnat. Malgré tout, bon, c'est pas, il n'y a pas un super archi dominant. Donc voilà, et puis il y a surtout beaucoup, et ce qui fait le charme et la ferveur de ce tournoi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des upsets, c'est-à-dire des surprises, puisque les équipes sont classées en tête de série. Il y a souvent et régulièrement au premier, au deuxième tour et ensuite jusqu'au Final Four, eh bien des équipes classées moins haut qui s'imposent face à des favoris. Et ça provoque toujours là-bas une espèce de folie. Puis il y a toujours un Cendrillon tous les ans, évidemment. Oui, parce que c'est l'envers de tout ce qui se passe dans le sport US professionnel, où on est sur des séries, des saisons régulières extrêmement longues, où au final, le meilleur finit toujours par s'imposer à la fin. Tout à fait. Là, c'est sur donc élimination directe à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de deuxième match pour se refaire. On joue tout sur terrain neutre. Hein. Ça aussi, il faut le dire. La plupart du temps, c'est sur terrain neutre puisque ce sont des villes, des salles qui sont désignées très longtemps à l'avance. Donc, c'est sur terrain neutre. Donc, ça compte aussi. Il y a le poids du public. Il y a une ferveur invraisemblable. Pour moi, c'est une opinion que je partage avec moi-même, certes, mais je pense que c'est le plus beau tournoi sportif au monde en termes de folie, d'intensité pendant 3 semaines. Je pense que quiconque a vécu ça sur place, on est, surtout quand on vient d'Europe, on est sidéré parce que c'était tellement éloigné de notre propre culture sportive européenne. Voilà, parce que ce sont des gamins de 20 ans qui, la moitié d'entre eux vont disparaître après leurs 4 années ou 3 années en université, vont sortir du système, vont pas être professionnels, même si aujourd'hui il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de places de joueurs pro dans le monde, mais malgré tout, la moitié à peu près d'entre eux, j'ai pas d'enquête statistique là-dessus, mais je pense que la moitié arrête le basket après leurs années universitaires. Donc c'est autant vous dire que c'est invraisemblable de s'intéresser pendant 3 semaines à tous ces gamins, alors que la plupart vont disparaître, enfin la moitié vont disparaître du paysage. Tout ça, en plus, Max, se joue dans des stades qui sont absolument gigantesques, qui sont parfois plus grands que les salles NBA, et surtout, c'est diffusé à la télé, et les droits télé pour la March Madness sont absolument délirants. On parle de plusieurs milliards de dollars. Oui. Alors les grands stades en fait, eux, ils ont décidé d'aller dans les grands stades de foot pour le Final Four. La NBA avait tenté ça pour un All-Star Game une fois, ils en sont revenus. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose quand même quand on est au dernier niveau d'un grand stade de foot et qu'on regarde un match de basket. Après, toutes les phases intermédiaires sont la plupart du temps dans des salles d'équipes NBA ou des grandes salles des grandes villes. Hein. Par exemple, Gonzaga, dont on parlera un peu plus tard, jouer à la salle du Utah Jazz. Il rejouera demain dans la salle du Utah Jazz. Voilà, donc on se répartit un peu comme ça dans des grandes villes où en général il y a une université qui peut organiser et une grande salle en général d'une équipe pro. Et oui, au niveau télé, surtout là les premiers jours où il y a 4 chaînes où il y a du basket universitaire en même temps, qui sont du groupe de CBS, CBS, TNT, c'est les chaînes qui diffusent, et donc vous pouvez regarder un match, vous avez le score des 3 autres, comme ça, s'il y en a un où tout à coup il y a un upset qui se dessine, on peut zapper. Donc c'est un grand show comme ça. Et même ESPN qui diffuse pas un seul match chez les garçons, ils ont les droits pour les filles. Ils parlent de la March Madness tout le temps. C'est le sujet le plus fort qui après laissera la place aux playoffs NBA. Mais là, à cette période-là, souvent la saison NBA est assez pliée à ce moment-là. C'est rare qu'il y ait un gros suspense pour les derniers qualifiés. Donc c'est ce qui intéresse à ce moment-là. C'est le moment du calendrier où il pourrait y avoir un petit trou, mais non, ça n'existe pas aux États-Unis. Il y a toujours un gros événement, et là c'est la March Madness. Ouais, et on a remarqué, Max, que les affiches NBA sont un peu moins croustillantes que ces dernières semaines, comme par hasard ces jours-ci. Et je pense qu'on peut ajouter quelque chose, hein. Arnaud ébauchait la question, mais sur la ferveur dans le public, parce qu'on ne se rend pas forcément compte en France. Donc en France, on a l'image de la NBA avant tout. Et en réalité, quand popcorn et on débarque, téléphone à la main. Oui, quand on débarque en NBA, on est parfois un peu surpris en tant qu'Européen, parce qu'on voit, nous, une ferveur dans les stades. Et en NBA, c'est très familial. Et donc avant les playoffs, ou vraiment les matchs qui comptent,
on découvre une ambiance un peu, aseptisée, un peu calme, un peu familiale. L'université, la NCAA, c'est l'exact opposé. C'est de la folie furieuse. Et c'est peut-être lié d'ailleurs au fait, comme tu disais Arnaud, qu'on n'est pas dans le sport business du tout, en tout cas du côté des joueurs qui ne touchent pas d'argent. Officiellement, pas dans le sport officiellement, business. Officiellement, bien sûr. C'est la grande hypocrisie là quand même. C'est ça. Mais en tout cas, il y a une espèce de... On associe le tournoi universitaire à une forme de pureté, entre guillemets, dans le Il y a un côté suranné. Enfin, Arnaud, je pense que tu vas peut-être nous en parler, mais le format des matchs... Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. Assez curieux et anachronique quelque part, c'est que c'est censé... le basket universitaire, le jeu en lui-même est censé être avant-gardiste, c'est-à-dire que c'est un jeu de coach et pas de joueurs, contrairement à la NBA qui est une ligue de joueurs et pas de coach. En université, les coachs sont tout puissants. On a des coachs qui sont en place depuis plus de 40 ans. Mike Krzyzewski, coach K, qui est la grande star des coachs universitaires américains, est en place depuis 1980. Imaginez ça dans le foot de la Ligue 1, de la Ligue des Champions. C'est inimaginable, évidemment. Il y a eu Alex Ferguson qui était à Manchester United, qui a été l'icône, mais bon, c'est pas 40 ans. Jim Boeheim, le coach de Syracuse, est en place depuis 1976, me semble-t-il. 76. Voilà. On n'était pas nés avec Yann et Max, d'ailleurs. C'est un truc, moi j'étais à peine debout à cette époque-là. C'est un truc assez invraisemblable. Donc c'est une ligue de coachs où on teste beaucoup de choses. C'est un peu le laboratoire du jeu. On teste des défenses, on teste de nouvelles formes d'attaque, de travail, etc. Tout est né là. Tout le basket moderne est né en université. Même celui de la NBA, malgré les manques parfois tactiques qu'il peut y avoir. C'est pour ça que la possession est plus longue, bien sûr. Pas, hein. Et ce qui est anachronique, c'est que on en est toujours à jouer demi-temps de 20 minutes et pas des quarts-temps. Et on en est toujours à 30 secondes de possession de temps d'attaque, alors que en NBA, en Europe, maintenant, à l'international, c'est 24 secondes. Là-bas, c'est 30. Et encore, il y a encore 25 ans. C'est-à-dire, c'est pas si vieux parce que le Fab Five, on va en parler tout à l'heure, de Jalen Rose et de Chris Webber, c'est 1993. En 1993, on jouait on attaquait au bout de 45 secondes de possession. Vous imaginez? Et donc, c'est totalement anachronique, quoi. Quelque part, il y a un côté, en effet, très suranné. Il y a un côté historique. C'est la 80e édition. C'est depuis 1939, ce tournoi avec Final Four. Ouais. C'est incroyable. Il n'a jamais subi de vraies retouches profondes. Donc, c'est que ça marche remarquablement bien tous les ans. Même à l'époque où les joueurs quittaient le lycée et ne passaient pas, pour aller en NBA, ne passaient pas par la case université, malgré tout, on disait à l'époque peut-être que ça va un petit peu réduire l'impact de cette March Madness. Eh bien, pas du tout. Elle est toujours très forte. La preuve, c'est que les contrats télé sont encore plus délirants. Je crois que c'est $1 milliard pour les 3 semaines. Pour 3 semaines. Pas pour une saison complète. En NBA, vous payez un peu plus de, je crois, $2 milliards, quelque chose comme ça en moyenne par an, pour 1000 matchs. Pour 1200 matchs. Là, c'est $1 milliard pour combien? 32 matchs? Enfin, un peu plus. Mais c'est pour une exclusivité aussi. 64 matchs. Ce que la NBA n'est pas. Pardon? C'est pour une exclusivité, ce que la NBA n'est pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout chez eux et ils peuvent, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Mais dans l'absolu, c'est vrai que $1 milliard pour des gamins de 20 ans pendant 3 semaines. Oui, dont la plupart disparaîtront ensuite du paysage, effectivement, c'est assez. C'est quand même complètement fou. Complètement dingue. Alors, il y en a qui disparaîtront, effectivement. Il y en a d'autres, en revanche, qui ont marqué ou ensuite marqueront l'histoire du basket. Alors, je me suis amusé rapidement, je ne vais pas tous vous lister non plus parce qu'on va pas y passer la nuit, mais quelques MOP, Most Outstanding Player, et pas MVP comme on dit en NBA, qui ont marqué l'histoire du Final Four: Magic Johnson, Isaiah Thomas, James Worthy, Olajuwon, Ewing, Manning, Glenn Rice, Leitner, Shane Battier, Carmelo Anthony, Kemba Walker, Anthony Davis, etc. Est-ce qu'il faut forcément passer par la NCAA pour être une star NBA ou l'inverse, Max ? Non, pas forcément. On voit de plus en plus de joueurs européens internationaux qui ont pas besoin d'être passés par la NCAA pour être des grandes stars. Pour revenir un peu à ce qu'évoquait Arnaud, je pense. Mais est-ce que ça met une carte supplémentaire, une ligne supplémentaire sur le CV ? Oui, bien sûr. Ça, si on est champion NCAA, on a forcément une ligne supplémentaire sur. Est-ce que ça donne une épaisseur supplémentaire, pour le dire autrement ? Est-ce que ça donne un cachet supplémentaire au joueur au moment où il va être soit drafté, soit rentré en NBA derrière ?
Ça dépend du profil du joueur aussi, parce qu'il y a parfois des joueurs qui ont un profil qui est extrêmement efficace en NCAA et dont on sait qu'il le sera moins en NBA. Je pense à un joueur comme Jimmer Fredette qu'on a vu revenir en NBA, qui avait une carrière NCAA complètement dingue et qui finalement est aujourd'hui un joueur qui a surtout évolué en Chine. Donc c'est très difficile de faire des généralités parce qu'il y a énormément de styles de jeu différents. Je suis un peu en désaccord avec Arnaud que ce qui était un laboratoire de jeu à une époque est aujourd'hui devenu un endroit où on joue plus très très bien, où il y a beaucoup de joueurs qui restent seulement une année, donc c'est très difficile de mettre des choses en place et on bascule un peu plus vers aussi une ligue c'est pas encore totalement le cas, les coachs sont les stars, mais on bascule un peu plus vers où c'est les joueurs qui ont les commandes, les grosses stars de Duke par exemple cette année, qui est le grand favori, vont faire qu'une seule saison avant de partir vers la NBA, donc oui, parce que c'est une génération exceptionnelle, Max. Il y en a eu d'autres comme ça dans l'histoire, hein, donc peut-être que effectivement Duke cette année n'est pas forcément un bon exemple, mais ça reste quand même, je pense, un laboratoire de jeu au sens où tout est permis quelque part en termes de schéma tactique, etc., d'expérimentation un peu tactique. Probablement que ça reste quand même très fort. Ouais, après je trouve que la dernière entre guillemets révolution du jeu, elle est venue des Warriors, de la NBA plus que du niveau en dessous. Même si on avait vu Curry effectivement évoluer, et c'est logique d'abord NCAA, mais ici on regarde le jeu NCAA actuel un peu du coin de l'œil parce que voilà, je trouve que c'est un peu en baisse, que c'est moins bien moins léché, que c'est un peu à l'emporte-pièce régulièrement, et que c'est aussi pour ça qu'il y a des fins de match un peu dingues, parce que voilà, il y a des équipes qui ont du mal à installer un vrai bon jeu comme à une certaine époque, et qu'on s'en remet un peu plus aux joueurs, et du coup si on a un joueur ou deux qui ont un joueur sans, même si on est une grosse tête de série, on est très rapidement en danger. Bon, ça a toujours été un peu le cas quand même, malgré tout, hein. C'est vrai que on parlait tout à l'heure des MVP, enfin des MOP, comme on dit dans le basket universitaire. On a cité des grands noms. On pourrait citer aussi des gens qui sont passés complètement à côté d'une carrière NBA. Oui. Hein. Il y en a aussi quasiment autant, à peu de choses près. Donc voilà, donc c'est effectivement une démonstration que de toute façon, il y a une telle densité de joueurs et de bonnes équipes, enfin en tout cas de gros programmes spécialisés vraiment dans le basket, que finalement il peut y avoir tous les ans, et c'est ce qui fait le charme de ce tournoi, tous les ans il y a des surprises, tous les ans il y a des gens qu'on n'attendait pas qui arrivent au Final Four. On se rappelle de l'aventure de Butler il y a 7-8 ans, si je me souviens bien, ça doit être 2010-2011, quelque chose comme ça, une université pas forcément extrêmement cotée qui arrive à s'installer 2 ans de suite au Final Four. C'est quelque chose avec des joueurs qui finalement, et un coach surtout qui ensuite a fait ses preuves actuellement au Boston Celtics, qui est Brad Stevens. Avec lui, il y avait Gordon Hayward dans l'équipe. Il y avait Matt Howard, qu'on a bien connu en France à Strasbourg. Et puis, voilà, c'est ce genre de petites aventures régulières qui font le sel aussi de ce tournoi. C'est l'opposition Magic Bird un an avant qu'il se retrouve en NBA en 79. C'est peut-être le temps mort appelé par Chris Webber qui n'existe pas. C'est ces fins de match avec un panier la dernière seconde, on remonte le terrain. Enfin bref, ce sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours en NBA en fait. C'est ça aussi, Yann. Qu'on ne voit pas tous les jours en NBA, mais en même temps qui peuvent en être les prémices, puisque le cas le plus célèbre, c'est celui de Michael Jordan, que la plupart des fans ou des gens ont vu, même peut-être sans savoir. Le panier décisif originel de Michael Jordan n'est pas en NBA, il se passe en finale en 1982 avec North Carolina, et il met un tir pour gagner un titre, et finalement c'est devenu son ADN pendant toute sa carrière. Ce tir décisif en fin de rencontre. Au bout de sa première année, c'était sa première année universitaire, parce qu'il en a fait 3, il a été drafté en 84, mais c'est en 82 que ça se passe, ce fameux shoot qui construit sa légende. Mais il n'est même pas MVP du Final Four cette année-là, c'est James Worthy. Voilà, donc c'était aussi l'âge d'or un peu du basket universitaire, il se situait à cette époque-là aussi, c'est les années 70-80. Avec UCLA, c'est la domination. UCLA qui a gagné 7 titres d'affilée, je crois. Ils ont gagné 7 de 67 à 73. 9 sur 10.
c'est celle de suite. Avec Karim Abdul-Jabbar, enfin Lew Alcindor à l'époque, puis Bill Walton. Et Bill Walton, et puis ensuite cette fameuse finale, Yann, tu l'as cité, entre Larry Bird et Magic Johnson, qui vont devenir ensuite les plus grandes stars NBA des années 80, la rivalité Lakers-Celtics, et le premier vrai grand match entre les deux, c'est la finale 79 universitaire entre Michigan State et Indiana. Les deux States, et c'est en 79 aussi une opposition entre une certaine façon de concevoir la vie quelque part qui commence à apparaître, puisqu'on sait très bien que Magic et Bird ont été opposés aussi sur le côté sociologique, à savoir Bird un petit peu le représentant de l'Indiana et des Boston Celtics, donc des cols bleus, et Magic Johnson plutôt aux Lakers, le côté un peu bling-bling, le côté un peu californien, l'Est et l'Ouest, l'opposition, etc. Il y avait aussi, Arnaud, le côté black et blanc, puisqu'à black l'époque, et blanc, bien sûr. En NBA... Souriant et taiseux aussi. Qui souriant et taiseux. Bien sûr, des personnalités complètement opposées. L'un qui souriait, et on connaît le sourire de Magic, qui a fait sa renommée et la renommée de la NBA à l'époque. Et puis le côté un peu plus rustre, on va dire, de Larry Bird. Et cette finale, elle a été une révélation à la télé américaine. Je crois qu'elle a été vue par 30 millions d'Américains. 30 millions. 25% des Américains. Pour voir deux joueurs de 20 ans, ils avaient 22 ans peut-être à l'époque, l'un comme l'autre. C'est des chiffres et des histoires qui sont uniques, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde du sport. Puis ça rappelle que tout le système universitaire américain et en fait le sport même d'une manière générale dans la culture, dans l'histoire américaine sont très liés à tout ce qui concerne l'éducation en fait. Et ça montre que ce système-là, il découle de toute une manière de penser l'éducation et la manière dont les jeunes doivent grandir et donc ça se concrétise de cette manière-là et donc ça transpire notamment dans tous les films et toutes les séries américaines. Si vous voulez savoir ce que pèse le basket américain dans la culture, à l'université même dès le lycée, il suffit de regarder tous les films, les teen movies comme on dit, où il y a toujours la figure de la star de l'équipe de basket ou du quarterback de l'équipe de foot US. Et on voit ça aussi dans une série plus récente qui est absolument indispensable pour ceux qui l'ont pas vue, qui s'appelle Friday Night Lights, qui dépeint le quotidien d'une petite ville fictive du Texas et de son équipe de football US de lycée. Et c'est absolument exceptionnel et ça vous montre le lien entre le sport et la culture américaine. On reste marqué de toute façon, quoi qu'il arrive, aux États-Unis, quand on est étudiant, par son passage à l'université. Ça reste un vrai marqueur identitaire. En fait, c'est peut-être ça le principal marqueur identitaire. Et ce qui explique aussi peut-être cet attachement à cette March Madness, Max. Oui, on est quand on est c'est là en fait où on passe d'être un adolescent à être un homme ou une femme véritablement dans l'esprit des Américains. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme attachement à l'université. Quand par exemple, ça se fait surtout en football, mais pour donner un exemple, quand on présente des joueurs, les joueurs se présentent dans un début de match de foot US, les joueurs pros de NFL, ils annoncent leur nom et puis l'université où ils sont allés. Et c'est vrai que ça définit. Il y a aussi toute l'histoire qui est derrière, des rivalités, des choses comme ça qui permettent aussi de se donner une identité personnellement et voilà de savoir qui sont mes amis, qui sont entre guillemets mes ennemis et voilà ça aussi génère pas mal de chambrage dans tous les sens, encore des petits paris aussi entre les joueurs par exemple, certains qui quand il y a un affrontement entre leurs universités, qui mettent sur la table que celui qui perd devra s'habiller avec la tenue de l'équipe de celui qui a gagné. Voilà, ça alimente un petit peu le quotidien, les discussions et les origines. Après, les universités travaillent beaucoup ce lien avec leurs anciens étudiants. Tout simplement parce que tous les 4 à 6 mois, vous recevez un petit courrier qui vous dit ce serait bien si vous pouviez verser un petit peu à la fondation de l'université. Voilà, donc c'est comme souvent aux États-Unis et puis aussi beaucoup autour de la NCAA. Il y a énormément d'hypocrisie autour des questions d'argent et d'éducation. Donc le lien est réel, mais il est aussi entretenu parfois pour des raisons un peu plus mercantiles. Moi, ce qui m'avait frappé lorsque j'ai eu le plaisir
plaisir d'aller faire un tour, couvrir un Final Four. C'est effectivement, ça dure une semaine. Hein. Le Final Four a lieu le samedi, les demi-finales le samedi et la finale le lundi. Mais toute la semaine qui précède ce Final Four, dans la ville qui l'accueille, il y a une ambiance incroyable. Ça démarre à partir du lundi. Faut pas se tromper. Les gens affluent tranquillement à partir du mardi, mercredi. La plupart prennent des jours pour venir. Sur les 80 000, on va dire, mettons 70 000, mais c'est un quart pour chaque université, grosso modo. C'est-à-dire que vous avez, sur un stade de 80 000 places, vous allez avoir 20 000 supporters pour chaque université. Et la plupart, ce ne sont pas des gens qui sont étudiants tout de suite, en ce moment même à la fac. Ce sont des étudiants, bien sûr, qui font le déplacement, mais c'est aussi beaucoup d'anciens, les alumni, comme on les appelle aux États-Unis, qui sont des gens qui viennent de tous les coins du pays, mais qui viennent se rappeler qu'ils ont été pendant 3-4 années au collège qui est qualifié pour ce Final Four et qui ont rameuté un peu tous leurs anciens potes étudiants, et tout le monde se pointe pour refaire un peu sa vie d'étudiant pendant 4-5 jours, et ça veut dire faire la fête tous les soirs, remplir les bars, sortir, faire la chouille comme on dit pendant 4-5 jours, et c'est un moment à part aussi dans la vie d'un ancien étudiant. Et juste pour compléter, cette année, ils estiment l'impact économique du Final Four à autour de 150 millions de dollars, je crois, juste pour la seule ville de Minneapolis, sur une semaine. Bah oui, parce qu'il y a tout un business, évidemment, d'hébergement, de restauration, voilà, beaucoup de dollars qui sont dépensés. Mais on parlait des spectateurs, des supporters, des anciens étudiants, mais les joueurs aussi gardent ça à vie, c'est-à-dire que, on se rappelle que Joachim Noah, qui est le seul Français qui a gagné le titre universitaire, et à 2 reprises, qui est avec Florida en 2007 et 2008, qui ont fait le doublé, c'est les derniers en date à avoir fait le doublé, eh bien, Noah dit toujours, et d'ailleurs tous les autres Français qui sont passés par le système universitaire disent tous que c'est les plus belles années de leur vie, et que ils n'oublieront jamais ce qui s'est passé pendant ces années-là à l'université. Et Max disait tout à l'heure que la tradition des sports professionnels américains, que ce soit du foot, du baseball, du basket ou du hockey, c'est d'associer le nom de l'université du joueur à chaque fois que le joueur était annoncé en début de match, que la composition des équipes était annoncée. C'est une tradition qui montre à quel point c'est fondamental alors que les joueurs qui viennent de l'étranger, on va dire Frank Ntilikina au New York Knicks, on va dire France, il arrive de France. Les joueurs américains ou étrangers qui sont passés par l'université, on va citer leur université en effet. Justement, un Français pour prendre la suite de Joachim Noah. Le dernier Français à avoir fait le Final Four, c'était Willy Guettet, également avec les Gators. À la suite de Joachim. Kylian Tilly. Ouais. Kylian Tilly, il y a 2 ans, bien sûr, qui a manqué d'un chouïa ce titre en finale. Ouais. Après avoir qualifié son équipe en demi. Est-ce que justement, Max, Kylian Tilly, Gonzaga, est-ce que ça peut être leur année? Kylian Tilly qui a très peu joué, beaucoup blessé cette année, qui vient de faire son retour. Ouais, il a raté le début de saison parce qu'il était blessé à une cheville. Je crois qu'il avait une petite opération et donc il a manqué tout le début de saison. Il a manqué une autre partie, la fin de la saison régulière, donc avant le tournoi de conférence, parce qu'il y a la saison régulière, un tournoi déjà élimination directe dans chaque conférence, il y en a 32. Et puis après, il y a le tournoi NCAA en lui-même qui débute. Donc il est revenu pour le tournoi de la conférence où joue Gonzaga. Il a été plutôt pas mal, il sort du banc. Et donc là, il revient bien. Et oui, Gonzaga, c'est la meilleure option pour avoir un Français champion. Ils ont voire deux. Oui, pardon, 2, oui, avec Joël Ayayi qui joue un petit peu moins, puisque c'est sa première saison où il joue vraiment. Et donc ils sont tête de série numéro 1 dans leur région. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme des 4 meilleures équipes avec Duke, Virginia et North Carolina, je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va voir. C'est eux leur meilleure chance. Il y a une autre chance. Après, il y a Tennessee qui est tête de série numéro 2 dans sa région avec Yves Ponce, mais qui débutait la saison comme titulaire, qui a été blessé au visage et qui depuis a un temps de jeu qui s'est réduit. Mais voilà, c'est les deux vraies chances d'avoir un Français au Final Four et peut-être un titre. Et Max, je pense, tu me coupes si je me trompe, mais Gonzaga, il me semble, est la seule équipe à avoir battu cette saison Duke quand Duke était au
au complet, c'est-à-dire avec toutes ces stars, hein, tous ces freshmen stars. Ouais, ils l'ont fait assez tôt, puisqu'après les autres défaites, c'est arrivé quand Zion Williamson s'est blessé après son explosion de chaussures qui a fait tant parler. Qui a fait perdre $1 milliard à Nike à la bourse en 24 heures. Ah oui, mais ils ont récupéré le lendemain, hein, donc t'inquiète pas pour eux. Moi, j'aimerais qu'on en parle un peu justement de Zion Williamson et de Duke, parce que ça aussi, ça fait le charme de la NCAA, c'est qu'on le voit arriver, Kobe, LeBron, ils sont passés directement, ils sont pas passés par la case universitaire, on les a vus arriver. Lui, on le voit arriver déjà, il domine physiquement en NCAA. C'est un joueur qui peut apporter vraiment quelque chose en NBA, enfin, je veux dire, qui peut vraiment être dominant. Oui, c'est ça, être dominant directement. Être la future méga star. Je laisserai Max répondre, qu'il a sûrement davantage vu jouer que moi, mais oui, sur les images que j'ai pu voir, la hype qui l'entoure, c'est un phénomène. Il y a rarement eu autant de hype sur un joueur. Ouais, bon, après, c'est toujours pareil, ça va avec son époque, hein, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, donc c'est difficile de comparer à travers les époques, mais oui, c'est phénoménal. En tout cas, ces dernières années, il y avait aucun joueur qui avait autant marqué sa saison que lui. C'est un phénomène athlétique comme on en a probablement jamais vu. Alors on disait ça aussi déjà de LeBron à l'époque, mais c'est encore plus fort. Bon, et puis c'est un joueur qui est assez complet finalement et qui va manifestement énormément progresser si physiquement il tient le choc, parce que je veux dire, il y a une telle... Tu parles de son poids, c'est ça ? Il y a un tel impact physique sur ses articulations que j'attends de voir un petit peu comment il va évoluer physiquement. Je suis pas complètement certain que c'est un joueur qui va jouer jusqu'à 35 ans. Ouais. Mais on se souvient toujours de Derrick Rose, en fait. Hein, par exemple, même si c'est pas comparable encore. Non, c'est pas le même poste, physique, évidemment, mais c'est juste que lui basait tellement son jeu sur l'explosivité qu'à chaque fois qu'il montait au cercle, on avait peur pour ses genoux, et effectivement, 2 ou 3 fois, ils se sont dérobés. Mais là, on a affaire à un joueur qui est pas seulement un dunker quand même. Hein. Il a une panoplie complète. Il a surtout une vitesse d'exécution qui est faramineuse pour son niveau de son expérience, pour sa jeunesse. Donc il y a une progression qui va forcément arriver sur d'autres compartiments du jeu, et il va être affolant. Mais je laisse Max plutôt en parler. De toute façon, ce sera assurément le numéro 1 de la prochaine draft, hein, à moins qu'il on lui souhaite pas, mais à moins qu'il y ait une grosse blessure d'ici pendant le tournoi, ce sera le numéro 1, ça c'est certain. Et c'est vrai qu'il est il a un physique tellement impressionnant que le reproche qu'on fait souvent aux jeunes joueurs qui débarquent, qui est de manquer un peu d'épaisseur, lui, on ne pourra pas lui faire ce reproche-là. Hein. On est tranquille. Donc il pourra marquer les adversaires déjà à ce niveau-là. Après, bien sûr, il y a toute une éducation basket à poursuivre, mais c'est vrai qu'avec Coach K à Duke, il est pas trop mal servi. Donc oui, il aura ce serait une énorme surprise qu'il n'ait pas un impact direct dans le jeu. Reste à savoir avec qui il sera servi en NBA, hein, parce que s'il atterrit au New York Knicks de David Fisdale, je ne suis pas certain que la progression sera proportionnelle. Tout dépend qui le rejoint pendant l'intersaison. C'est sûr que si c'est le seul nom et que les Knicks se loupent sur les free agents de très haut niveau comme Durant et Irving, il va se retrouver un peu seul, et donc ce sera forcément plus difficile de briller comme ça. Mais il aura un impact. Il n'y a pas un joueur qui est autant attendu que lui depuis LeBron James, quoi. Donc c'est un joueur qu'on voit arriver tous les 15-20 ans. Est-ce que ça peut avoir un impact sur lui, sur sa carrière, s'il ne gagne pas ce titre NCAA ? Je reviens à ma question de tout à l'heure. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas, parce que c'est une compétition tellement particulière avec ce système de do or die, donc de qualification. C'est plus important pour Duke que pour Williamson. Ouais, je crois que c'est pas fondamental. Je veux dire, ça va pas changer sa valeur de toute façon avant la draft. Le fait de perdre. Alors évidemment, s'il perd au premier tour, ou alors s'il passe les tours et qu'il est mauvais systématiquement, mais ça va pas arriver, quoi. Non, mais si on se remet un petit peu, si on retourne un petit peu dans le passé, on se souvient de l'histoire de Chris Webber et de ce fameux temps mort qu'il appelle alors qu'il n'y en a plus pour son équipe. Ça l'a marqué tout le reste de sa carrière. Oui, mais là c'est parce qu'il y a eu un vrai fait de jeu anachronique, on va dire. Tu vois. Là, on parlait du niveau de Williamson s'il n'était pas champion.
c'est pas dramatique de pas être champion. Il y a des tas de très grands joueurs qui n'ont pas été champions alors qu'ils étaient attendus et qui, pour autant, ça n'a pas impacté leur carrière derrière. Il sera numéro 1 de la draft, incontestablement. Je veux dire, il y a eu le cas inverse, avec Christian Leitner, qui était le joueur ultime de universitaire, hein, qui gagne, je crois, 2 fois le titre avec Duke et qui a fait une carrière NBA. Dream Team aussi. Quelconque Dream Team, bien sûr. Dream Team, ce qui était logique vu ce qu'il avait, les performances. C'est quand on regarde maintenant, qu'on se retourne, on dit mais pourquoi c'était pas Shaq, pourquoi c'était Leitner, mais quand on voit l'impact qu'il avait eu sur le basket universitaire, c'était immense. Et puis il fallait un blanc. Il y a eu un documentaire de ESPN qui s'appelait I Hate Christian Leitner, parce qu'il avait un talent pour se faire détester par les fans des équipes adverses. Il était un petit peu rugueux quand il fallait, et puis il avait mis quelques tirs aussi au buzzer qui avaient fait beaucoup de mal à d'autres facs. Bon, je vais pas vous demander votre braquette à chacun, ça serait beaucoup trop long et vraisemblablement fastidieux. En revanche, je vais vous demander à chacun le nom, selon vous, du vainqueur de la March Madness. Qui va remporter le Final Four le 8 avril prochain ? Yann ? Gonzaga, Kylian Tilly qui revient en pleine forme avec son expérience de la finale perdue en 2017, MOP du Final Four. Super, tu reviens la semaine prochaine pour le podcast. Arnaud ? Franchement, je vais dire Duke parce que présenter un quatuor, parce qu'il n'y a pas que Zion Williamson à Duke cette année, ce qui fait le fait que Duke est une équipe vraiment spécial, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas que Williamson. Il y a aussi R.J. Barrett, qui est un peu le lieutenant de Williamson, qui est un Canadien, qui est le fils d'un ancien joueur français, qui a joué en France, s'appelait Rowan, qui s'appelle toujours d'ailleurs Rowan Barrett. Donc R.J. Barrett est le fils de Rowan, et c'est lui aussi une superstar en devenir. Et je pense qu'ils ont un 5 majeur qui à mon avis, est injouable, quoi. Voilà, je pense qu'ils sont injouables. Après, encore une fois, ce qui fait le sel de ce tournoi, c'est que c'est sur un match, évidemment, sur un match, comme on dit, tout est possible. Voilà. Gonzaga, Duke. Et toi, Max, Gonzaga, Duke ou North Carolina ? Non, ce qui serait marrant, c'est que ce soit Virginia qui aille au bout cette année, puisque l'an dernier, ça a été la première équipe numéro 1 avec une tête de série numéro 1 à se faire sortir d'entrée par une équipe avec le numéro 16. C'est vrai que Duke, c'est difficile de ne pas dire Duke. Tout le monde choisit Duke. Barack Obama a rempli son bracket, il a mis Duke champion, et sur le site d'ESPN où il y a eu plus de 17 millions de brackets remplis, le Duke qui est donné vainqueur, le plus petit pourcentage de victoires donné par les gens, c'est 70% en finale. Donc c'est vraiment Duke qui est un énorme favori. Après voilà, c'est la beauté du match simple, hein. Ça peut perdre à tout moment. On a vu des équipes comme Kentucky récemment qui avaient fait des saisons invaincues et qui étaient tombées avant d'obtenir le titre. Donc Duke est l'énorme favori, mais voilà, c'est une équipe qui est assez détesté entre guillemets, donc il y a beaucoup de gens qui vont quand même espérer qu'ils n'y arrivent pas. Et pour revenir à la formule et à ce qui fait la magie de ce tournoi aussi, c'est que finalement sur un match simple, comme disait Max, tout peut arriver bien sûr, mais c'est aussi parce que la veille d'un match vous pouvez perdre un joueur sur une blessure, sur une simple entorse qui va vous empêcher de l'utiliser ou de l'utiliser à 30, 40, 50% de ses moyens, et que là il n'y a pas de filet, et que le match il faut le jouer, le lendemain il ne sera pas reporté et il n'y a pas de deuxième chance, alors que les séries, notamment les séries de play-off en NBA, voilà, vous pouvez perdre un joueur pour une blessure relativement bénigne qui l'empêcherait de jouer un match, mais qui ne va pas l'empêcher de jouer toute la série. Voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est toujours périlleux de faire des pronostics. C'est ce qui a tué Gonzaga et avec la blessure de Kylian Tilly l'an dernier. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un point justement sur vos braquettes et vos prévisions. Bye bye.